Ce devait être l'un des endroits les plus paisibles de France. Une province tranquille, des vignobles pittoresques, un domaine familial avec une longue histoire, tout parlait de tradition et de stabilité. Mais un jour, la perception de cette région a été bouleversée. Lorsque les journalistes et les policiers ont commencé à se pencher sur les détails, ils ont tout de suite compris que derrière la façade respectable se cachaient des contradictions impressionnantes. Le propriétaire du domaine était le célèbre vigneron Pierre Lefebvre, un homme fier de son travail et qui y consacrait sa vie. Ses vins étaient fournis à des restaurants prestigieux et le domaine lui-même valait des millions. Au-delà des champs à perte de vue, où les vignes sont soigneusement plantées, les passions se déchaînent, comme dans un film à suspense. Les interrogatoires des employés, des voisins et des parents ont commencé. Tous ne pouvaient pas croire qu'un enlèvement et un meurtre brutal aient pu avoir lieu dans un tel endroit. C'est pourtant ce qui s'est passé. Au centre des événements se trouve Sophie, la femme de Pierre, et Jean, le gérant de la ferme. Il s'est avéré qu'ils avaient une liaison depuis longtemps et que leurs rêves d'une vie riche les ont poussés à un plan audacieux. Un plan qui s'est soldé par un drame pour toutes les personnes impliquées. La police a dû interroger des dizaines de personnes, étudier des correspondances, mener des expertises pour reconstituer le tableau de la journée fatidique. Plus tard, l'histoire de cette affaire a fait l'objet de reportages et de documentaires télévisés. Elle était choquante par son caractère impitoyable et réfléchi. Tout dans cette histoire montre jusqu'où l'appât du gain et la passion des relations interdites peuvent conduire un homme. Le domaine viticole Lefebvre est réputé pour ses produits depuis des années. Le grand-père de Pierre a jeté les bases de la viticulture sur la propriété, en sélectionnant les cépages les plus appropriés. Le sol était réputé unique en raison de la combinaison des minéraux et du climat, et l'eau qui alimentait les vignes passait par plusieurs filtres naturels. La tradition familiale veut que le vin Lefebvre soit chargé d'histoire et que chaque tonneau placé dans la cave soit porteur d'un héritage particulier. C'est pourquoi, lorsque Pierre prend la relève, ses produits jouissent déjà d'une excellente réputation sur le marché régional. Il a également franchi un pas décisif en portant les vins à un niveau international. De nombreux restaurants considèrent comme un honneur d'acheter un lot du millésime rare, et les experts notent la finesse de la saveur, la complexité de la structure et la longueur en bouche. Pierre lui-même est resté un homme qui connaissait les tenants et les aboutissants de la production. Il contrôlait personnellement le moment de la récolte des bailles, goûtait les nouveaux lots et sélectionnait des barriques spéciales pour le vieillissement. Il aimait combiner les méthodes traditionnelles avec la technologie moderne et n'avait pas peur de l'expérimentation, tant que le résultat final répondait à des normes élevées. Grâce à cela, l'exploitation prospère, le domaine s'agrandit constamment, de nouveaux équipements sont achetés et des spécialistes de haut niveau sont attirés. Cependant, derrière les succès commerciaux se cache un drame familial. Pierre a épousé Sophie il y a 6 ans. Elle est plus jeune que lui, plus énergique, mais s'ennuie souvent dans la vie du village, cherchant à se sociabiliser et à se divertir dans les villes. Beaucoup de villageois ont remarqué qu'elle n'aimait pas passer du temps dans les vignes et qu'elle n'était pas imprégnée de l'idée de l'entreprise familiale, même si elle parlait fièrement de son statut de maîtresse du domaine. Bientôt, Pierre engage un gérant, Jean. Ce n'était pas seulement un spécialiste expérimenté, mais aussi un communicateur, bien au fait des questions économiques. Sophie communique de plus en plus avec lui et leurs contacts se multiplient. Les premières rumeurs sont apparues lorsque quelques employés ont remarqué que le directeur et le propriétaire se voyaient plus souvent en privé, sortaient ensemble en ville et restaient parfois longtemps au bureau. Mais personne à l'époque n'aurait pu imaginer les conséquences. Lorsque Pierre reçoit enfin des indices irréfutables d'infidélité, il décide de régler les choses fermement mais discrètement. Il menace de licencier Jean et de laisser Sophie sans argent en cas de divorce. Il ne veut pas d'un scandale public, mais il ne peut tolérer un tel comportement. Dès lors, Sophie et Jean sont au pied du mur. Le projet de vendre le domaine et de s'enfuir avec l'argent leur trotte dans la tête depuis longtemps, mais ils n'osent pas prendre de mesures radicales. Maintenant que Pierre peut les priver de toute possibilité de s'enrichir à ses dépens, ils commencent à préparer un plan de crime, qui ressemble d'abord à une neutralisation temporaire du propriétaire. Mais les événements se sont déroulés de manière beaucoup plus violente. Ainsi, Pierre a perdu connaissance à l'aide de somnifères, introduits dans son vin lors d'une dégustation. Il a ensuite été emmené dans un manoir abandonné où il a été tué après avoir été sauvagement torturé. À première vue, Jean et Sophie pouvaient s'en tirer, car ils s'étaient préparés. Ils avaient fourni un alibi au domaine, évoquant le départ soudain de Pierre pour affaires, et avaient commencé à négocier la vente du vignoble. Mais la version qu'ils donnent ne résiste pas à l'épreuve des faits. Rapidement, l'examen du vin révèle la présence de substances extérieures, et dans la correspondance personnelle de Sophie et Jean, la police trouve des preuves. Il n'y a plus lieu de se cacher. À l'issue du procès, tous deux écopent de 30 ans de prison, bien qu'ils aient nié jusqu'au bout avoir eu l'intention de tuer.
Cette histoire restera longtemps dans les chroniques criminelles de la région et servira d'exemple de la rapidité avec laquelle la soif de profit peut détruire toute décence. Par une belle journée de juillet, alors que Pierre s'apprêtait à organiser une dégustation privée pour plusieurs sommeliers, une manœuvre criminelle est venue contrarier ses plans. Normalement, ces dégustations se déroulent dans une salle spacieuse avec des tables en chêne. Les invités s'assoient en demi-cercle, les verres sont posés sur les tables et de l'eau est utilisée pour se rincer la bouche entre chaque dégustation. Pierre aime parler de l'origine de chaque vin, décrire en détail les processus de fermentation et de vieillissement, donner des chiffres sur l'acidité et la teneur en sucre. La vie professionnelle des sommeliers l'intéresse et il sait que c'est parfois au cours de ces réunions que naissent de nouvelles idées. Mais cet après-midi-là, Sophie et Jean avaient convenu à l'avance de mettre un puissant somnifère dans l'un des verres de Pierre pour le mettre hors d'état de nuire. Lorsque Pierre prit une petite gorgée de vin, il en remarqua le goût inhabituel, mais n'en tint pas compte. Une demi-heure plus tard, il a soudainement ressenti une perte de force, a commencé à parler avec difficulté et s'est senti très étourdi. Les invités pensent que l'hôte a simplement eu trop chaud ou qu'il a trop travaillé la veille. Sophie propose rapidement de l'aider à se rendre au salon pour qu'il puisse récupérer, et Jean tente de calmer le sommelier en disant que Pierre a parfois des crises de migraine. Dès que Pierre est sorti de la salle, il est monté dans une voiture et conduit à un endroit convenu à l'avance. Les invités restés dans la salle discutent un moment de la qualité du vin, mais commencent à se disperser, le programme principal ayant été interrompu. Sophie et Jean avaient donc la possibilité de procéder sans attirer l'attention. Ils choisissent une maison de maître abandonnée en périphérie, où presque personne ne se rend. Les enquêteurs découvriront plus tard qu'il s'agit de l'ancien héritage d'un parent éloigné de Jean. La maison n'est pas raccordée à l'électricité ni à l'eau courante, et les murs délabrés à l'intérieur indiquent que personne n'y a vécu depuis de nombreuses années. C'était le genre d'environnement où l'on pouvait cacher un homme sans craindre que quelqu'un vienne accidentellement lui rendre visite. Pierre a été transporté hors de la voiture, et selon les experts médico-légaux, à ce moment-là, il commençait à reprendre conscience mais était trop faible. Il était attaché et ne pouvait donc pas bouger. Sophie est d'abord nerveuse, craignant que quelqu'un ne les remarque, car la route qui mène au manoir traverse la campagne, mais Jean lui assure que tout se passera bien. Ils espéraient que Pierre accepterait de faire un compromis, de signer quelques documents qui leur permettraient de formaliser l'accord avec le vignoble. Mais Pierre est un homme fier et il se rend compte qu'il a affaire à un véritable complot criminel. Il n'allait pas coopérer. À partir de ce moment, une spirale de violence s'est enclenchée, que les participants eux-mêmes ne pouvaient plus arrêter. Selon les experts médico-légaux, Pierre présentait de multiples traces de coups, des signes de ligotage, et surtout, il s'est avéré que son sang contenait de fortes concentrations de somnifères. Pour obtenir des aveux ou le consentement à signer les papiers, Jean a utilisé la force, menacé de méthodes encore plus terribles. Sophie, selon sa propre version, aurait été en état de choc, mais n'a pas quitté le manoir et n'a pas appelé la police, et a donc, en fait, participé à la contrainte. Au cours de l'enquête, les experts de la police ont conclu que Pierre n'avait aucune chance de survie, car ils ont essayé de le briser physiquement et mentalement. Les personnes au fait de l'affaire affirment que c'est à ce moment-là que Pierre a promis de les traduire tous deux en justice s'ils parvenaient à s'échapper, ce qui a finalement décidé de son sort. Selon la logique des criminels, s'ils survivaient, le mystère serait résolu. Et en commettant le meurtre, ils espèrent faire passer l'affaire pour un accident ou faire disparaître le corps sans laisser de traces. Les jours suivants ont été une véritable épreuve pour tous les proches de Pierre. Il a tout simplement disparu sans laisser de mots ou d'instructions pour le ménage. Normalement, il informait toujours ses employés de la date de son retour afin qu'ils puissent poursuivre les réunions de travail. Mais là, soudainement, même sa voiture avait disparu. Bien entendu, aucun des employés du domaine ne se doutait que Jean se trouvait au volant de la voiture et qu'il emmenait son propriétaire vers une mort certaine. Sophie affirme que son mari est parti d'urgence à l'étranger pour négocier. Mais ces paroles semblent peu convaincantes, surtout pour ceux qui connaissent Pierre de près et qui savent qu'il n'aurait pas organisé une visite importante à l'improviste. Certains ouvriers commencent à interroger Sophie avec prudence, mais elle répond de manière évasive. Jean, lui aussi, fait semblant d'être tout à fait calme et affirme qu'une « grosse affaire » va bientôt se produire. À un moment donné, une connaissance sommelière qui avait assisté à la dégustation malheureuse tire la sonnette d'alarme. Il est déconcerté par le comportement étrange de Pierre et la réaction encore plus étrange de la famille. Il a contacté la police locale et a déclaré que tout semblait suspect. Dans un premier temps, la police a considéré l'affaire comme une possible disparition pour raisons personnelles, car le propriétaire d'une grande fortune aurait pu avoir une querelle avec quelqu'un ou quitter soudainement le pays pour des raisons professionnelles. Mais plus il creuse, plus il constate des incohérences dans les récits de Sophie et Jean. Ils prétendent être en voyage d'affaires,
mais ne peuvent citer ni la ville, ni l'entreprise, ni les coordonnées. De plus, Pierre n'avait pas retiré d'argent de leur compte avant de partir, n'avait pas réservé de chambre d'hôtel. Cela semblait tout à fait illogique pour un homme à la tête de projets commerciaux d'une telle envergure. La police a commencé à vérifier les documents au domaine et a découvert que la semaine même de la disparition de Pierre, Sophie avait demandé une estimation de la valeur du vignoble. En outre, le notaire habilité a mentionné qu'elle s'était renseignée sur les conditions dans lesquelles la transaction pouvait être effectuée rapidement sans la présence personnelle de Pierre. Tout ceci a renforcé les soupçons à l'encontre de l'épouse et du gérant. Pour une analyse plus approfondie, la police a prélevé des échantillons du vin proposé à la dégustation. Ils ont contacté les sommeliers qui avaient réussi à conserver les bouteilles et quelques restes de production dans des tubes spéciaux. Il s'est avéré, lors de l'examen, que l'une des bouteilles contenait des traces d'un puissant sédatif qui n'est pas normalement utilisé dans l'élaboration du vin. Personne n'a pu expliquer l'origine de cet additif, car Pierre était réputé pour sa recherche de la pureté du goût et n'utilisait jamais des exhausteurs. Il s'agit là de la première preuve circonstancielle solide qu'il aurait pu être sous sédatif. La suite de l'enquête n'a fait que confirmer les pires soupçons. La police a contacté les opérateurs téléphoniques, vérifié les appels, les textes et les courriels de toutes les personnes impliquées. Dans la correspondance de Sophie et Jean, ils ont trouvé des indices d'une étape décisive, des discussions détaillées sur la vente du vignoble et la répartition des bénéfices éventuels. À certains endroits, des phrases indiquaient directement qu'ils voulaient que Pierre se retire de l'entreprise. L'enquête a été menée par des détectives expérimentés, qui ont immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une élimination temporaire, mais probablement d'un assassinat. Sophie et Jean sont confrontés à un ensemble de preuves sérieuses, de l'examen du vin à des documents suspects liés à la vente du domaine familial. Pendant ce temps, les rumeurs autour du domaine se multiplient. Les ouvriers qui travaillent dans les vignes depuis de nombreuses années ont le sentiment qu'il se passe quelque chose de grave, car le propriétaire et le gérant se comportent différemment d'avant. Certains pensent que Pierre est entré dans la clandestinité en raison de problèmes juridiques, mais la police n'a aucune trace de sa recherche dans le cadre d'une autre affaire. Lorsqu'il s'agit de s'expliquer officiellement, Sophie répète que son mari a disparu de lui-même et qu'il a bien des raisons personnelles de se cacher dont elle ne veut pas parler. Jean, lui aussi, assure que Pierre a tout prévu et qu'il ne dévoilera jamais ses véritables plans. Mais ses paroles sonnent creux. Personne n'a vu Pierre après la dégustation. Il n'a pas contacté ses amis ou ses partenaires commerciaux par téléphone, il n'a pas écrit de lettres ni laissé de demande. D'autres détails commencent à apparaître. Par exemple, l'employé d'une station-service voisine se souvient avoir vu une voiture ressemblant beaucoup à celle de Pierre, conduite par Jean, avec une autre femme dans l'habitacle. En temps normal, ils s'arrêtaient rarement à cette station-service, mais ce jour-là, ils étaient très pressés et tendus. Tous ces faits s'imbriquent dans l'esprit des enquêteurs, qui comprennent déjà que Pierre ne s'est pas enfui de son plein gré. Après avoir accumulé une masse critique de preuves, la police décide d'agir plus activement. Elle arrête Jean et Sophie, les convoque pour des interrogatoires séparés. Dans un premier temps, tous deux tentent d'embrouiller l'enquête. Sophie dit qu'elle ne sait rien des détails, que tout a été décidé par Jean et qu'elle a seulement peur de l'impolitesse de son mari. Jean, quant à lui, insiste sur le fait qu'il a agi selon les instructions de Sophie, qui aurait voulu se débarrasser de son mari. Chacun tente de rejeter la responsabilité sur l'autre. Mais même en l'absence d'aveu, les enquêteurs disposent de suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête criminelle. Le moment clé survient lorsque l'un des anciens parents de Jean mentionne une vieille maison familiale abandonnée depuis longtemps. Après avoir pris connaissance de l'adresse, les policiers se rendent sur place et lors de l'inspection, découvrent le cadavre de Pierre. Le corps se trouvait dans la cave, enveloppé dans un tissu grossier, et présentait des signes évidents de violence. Les experts ont confirmé par la suite qu'au moment de sa mort, Pierre avait encore une forte dose de somnifères dans son organisme, ainsi que de nombreuses blessures subies au cours de sa vie. En analysant les preuves, les enquêteurs ont conclu que Pierre avait été amené ici immédiatement après la dégustation, retenu de force et finalement tué. Ils ont ensuite tenté de dissimuler les traces, espérant que personne ne retrouverait le corps et que la disparition pourrait être mise sur le compte de n'importe quelle autre raison. Lorsque Jean et Sophie ont appris que le corps avait été retrouvé, ils ont commencé à changer leur déclaration. Sophie affirme qu'elle avait d'abord prévu d'endormir son mari temporairement, mais que Jean avait dépassé les bornes et commis le meurtre tout seul, sans l'en informer. Jean, quant à lui, affirme que Sophie l'a poussé à se débarrasser définitivement de Pierre parce qu'elle craignait de perdre une partie de son argent et de son statut. Bref, leurs versions sont confuses et contradictoires, mais ils s'accordent sur un point. Ils reconnaissent tous deux avoir discuté de l'idée de mettre Pierre hors d'état de nuire et d'accélérer la vente du vignoble. Pendant l'enquête, le domaine n'est pratiquement pas géré,
De nombreux employés sont dans l'incertitude et la production de vin est pratiquement à l'arrêt. La réputation du domaine est ébranlée, il devient méfiant, alors qu'une histoire criminelle très médiatisée se déroule autour de lui. La presse française couvre activement l'affaire, essayant de trouver de nouveaux détails. Cependant, elle n'a appris la plupart des faits qu'à l'approche du procès, lorsque certaines pièces ont été jointes aux documents officiels. Lors de l'audience, des témoins ont pris la parole, expliquant comment ils avaient vu Pierre pour la dernière fois, comment sa femme réagissait étrangement aux questions, pourquoi Jean se trouvait dans des endroits où il n'aurait pas dû être. Tous ces détails forment une mosaïque de l'horreur vécue par Pierre dans les derniers jours de sa vie. Le dénouement du procès ne se fait pas attendre. Le ministère public a retenu l'accusation de meurtre avec préméditation, commis par un groupe de personnes dans le cadre d'une entente préalable. En guise de preuve, les résultats des expertises, les témoignages des experts en culpabilité, les documents comptables, les différences dans les versions des accusés eux-mêmes et bien sûr, le corps de la victime portant les traces d'une mort violente. Sophie et Jean sont reconnus coupables et condamnés à 30 ans de prison chacun, sans possibilité de libération conditionnelle dans les années à venir. Ainsi s'achève tragiquement une histoire d'amour interdit, de cupidité et de trahison qui a secoué la campagne française et montré à quel point la combinaison de l'intérêt personnel et de l'initiative criminelle est dangereuse. Mais il ne s'agit là que d'un aperçu général de la tragédie, et les détails de l'affaire, tels qu'ils se sont révélés, ont fait frémir même les détectives les plus chevronnés. Dans les premières semaines qui ont suivi la disparition de Pierre, les policiers ont tenté de reconstituer ses derniers jours au domaine. Ils ont interrogé le cuisinier, les chauffeurs, les saisonniers pour savoir si quelqu'un avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Ils ont trouvé des personnes qui se souvenaient que Sophie avait dit plus d'une fois qu'elle était fatiguée de vivre, sous le contrôle de Pierre. Jean se plaignait à voix basse d'être sous-payé et de ne pas pouvoir disposer librement des ressources financières. Certains affirment qu'un chat noir s'est glissé entre le propriétaire et le gérant parce que Pierre aurait confronté Jean à propos du manque de marchandises dans l'entrepôt. En d'autres termes, les prémices d'un conflit se dessinent clairement. D'autre part, lors des préparatifs officiels de la dégustation, Pierre cherche à rassembler des variétés rares pour impressionner les sommeliers et les journalistes. Il a l'intention d'élargir son marché et peut-être d'envoyer un nouveau lot en Asie. La grande dégustation nécessite une préparation minutieuse, sélection des échantillons, préparation de la salle, coordination du temps avec les invités. C'est à ce moment-là que Sophie et Jean voient une bonne occasion de glisser un somnifère dans l'un des échantillons, car en présence de personnes extérieures, ils peuvent plus facilement justifier la détérioration soudaine de Pierre. Stress, fatigue, age, surmenage. Et les journalistes, en règle générale, acceptaient volontiers toute explication officielle, car ce n'est pas tous les jours que l'on peut assister à des événements privés dans des vignobles célèbres. Après que Pierre a perdu connaissance, il a été emmené pratiquement au vu et au su des personnes présentes. Mais personne ne s'est rendu compte qu'il était en train d'être kidnappé. Sophie a joué le rôle de l'épouse inquiète qui emmène son mari, tandis que Jean a expliqué avec assurance que l'hôte avait besoin de calme. Les convives ont été invités à poursuivre la dégustation sans le personnage principal, le vin étant laissé, et certains sommeliers en ont même profité pour tester tranquillement des cépages rares sans se laisser distraire par les discours de Pierre. L'une des participantes s'est souvenue plus tard qu'elle avait bien remarqué la pâleur de l'hôte et son comportement incompréhensible, mais qu'elle avait pensé qu'il était tombé malade à cause de la chaleur et de la tension. Personne n'aurait pu imaginer qu'à ce moment précis, Pierre était inconsciemment chargé dans une voiture et conduit vers le lieu d'exécution. Lorsque les détails de la torture ont été révélés, les experts ont été choqués par la froideur avec laquelle Jean avait agi pour forcer Pierre à signer des documents supplémentaires. Ils ont essayé de déterminer exactement quels documents il voulait signer. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un avis à la banque permettant à Sophie ou à Jean lui-même de continuer à gérer les biens en cas de maladie de Pierre. Plus tard, l'enquête a permis de trouver des brouillons d'un tel avis, qui comportaient des signatures similaires à celles de Pierre, mais réalisées de manière peu soignée, manifestement sous la contrainte. Toutefois, ces documents n'avaient aucune valeur juridique, et les assassins l'ont compris. Mais à ce moment-là, ils espéraient sans doute encore que ce ne serait pas fatal, alors que tout indiquait qu'il serait trop risqué pour eux de rendre Pierre vivant. Sophie a longtemps dit que Jean était le seul responsable du meurtre et elle a essayé de le dissuader de prendre des mesures extrêmes. Les enquêteurs n'ont cependant pas accepté cette version, car toutes ses actions indiquaient le contraire. Elle a contacté de manière indépendante des avocats, cherché des acheteurs, établi des liens avec des intermédiaires. Elle a également fait les premiers pas vers l'achat de somnifères. Elle s'est rendue plusieurs fois à la pharmacie, essayant de trouver le médicament sans ordonnance, puis a demandé à une infirmière familière de l'aider, en inventant des histoires d'insomnie sévère. Tout cela a été soigneusement retracé dans ses appels téléphoniques et ses messages SMS.
Devant le tribunal, le procureur a souligné que les actes de Sophie étaient clairement motivés par l'intérêt personnel. Elle voulait non seulement se débarrasser de son mari, mais aussi encaisser rapidement sa fortune pour que Jean et elle puissent quitter la région. Ils avaient probablement l'intention de s'installer dans un autre pays, quelque part sur la côte, d'y acheter une maison et de vivre sans le mari et les conventions qui entravaient Sophie depuis si longtemps. Selon l'avocat de la famille Lefebvre, il était particulièrement difficile de voir les parents de Pierre, qui ne pouvaient pas croire que leur belle-fille avait décidé de commettre un meurtre. Le père et la mère de Pierre étaient déjà âgés, vivaient dans une autre ville et ne venaient qu'occasionnellement au domaine. Ils espèrent jusqu'au dernier moment que leur fils sera retrouvé vivant. Mais lorsque le corps a été découvert, leur état d'esprit était proche du choc, et lorsqu'ils ont entendu les détails de la torture, ils ont refusé d'assister aux réunions, afin de ne pas écouter toute l'histoire macabre. La famille a intenté une action en justice pour priver Sophie de tout droit à l'héritage, et le tribunal a accédé à cette demande. De fait, Sophie se retrouve sans rien. Jean ne peut pas non plus espérer une quelconque clémence, car les preuves de son implication dans les violences sont trop nombreuses. Lors du procès, les accusés se sont comportés différemment. Sophie pleure et affirme qu'elle aime son mari mais qu'elle a été influencée par le gérant. Jean, quant à lui, a gardé un calme froid et a tenté d'expliquer logiquement qu'il n'avait pas planifié le meurtre, mais qu'il voulait seulement protéger Sophie des menaces de Pierre, qui aurait fomenté un mauvais coup. Bien entendu, ces explications n'ont pas résisté à la critique, car les preuves parlaient d'elles-mêmes. Le jury a écouté les experts qui ont décrit en détail la composition chimique des somnifères et les blessures sur le corps de la victime. L'atmosphère morose des séances a été aggravée par le fait que le procureur a montré des photos du manoir abandonné et des armes trouvées à proximité. Tout le monde a compris qu'il ne s'agissait pas d'un bref accès de colère, mais d'un plan prémédité. C'est l'existence d'une conspiration antérieure, ainsi qu'un objectif clairement intéressé, qui a été un facteur clé dans la détermination de la peine. Le juge n'a vu aucune circonstance atténuante. Sophie et Jean n'ont pas reconnu leur culpabilité, mais ont tenté de justifier leurs actes par des mensonges et des récriminations mutuelles. Le jury a délibéré et a décidé que les accusés méritaient la peine maximale prévue par les articles pertinents. En conséquence, chacun d'entre eux a été condamné à 30 ans d'emprisonnement à purger dans une prison de haute sécurité. Il n'a pas été question de libération conditionnelle, le meurtre ayant été commis avec une cruauté particulière et pour des motifs mercantiles. Le verdict a été prononcé dans une salle d'audience bondée. Les journalistes ont enregistré chaque mot et les habitants de la province qui ont assisté à l'audience ont déclaré qu'ils ne se souvenaient pas d'une affaire aussi médiatisée depuis des décennies. Après l'annonce du verdict, Sophie se couvre le visage de ses mains et pleure. Jean s'est contenté de baisser la tête d'un air sombre. La défense a tenté de demander un nouveau procès, mais le juge a déclaré que toutes les preuves étaient irréfutables et que la peine était adaptée à la gravité du crime. La famille de Pierre, qui a assisté à la lecture du verdict, l'a pris comme une juste rétribution. Ils n'ont pas cherché à dire un seul mot à Sophie et Jean. Tout semblait avoir été dit par l'enquête et le tribunal. Tous ont compris que le prix de cette justice était trop élevé. La vie d'un homme qui s'était efforcé de préserver l'honneur de sa famille et qui s'était investi corps et âme dans la viticulture. L'histoire de Pierre Lefebvre se termine tragiquement, et pour Sophie et Jean commence une longue série d'années de prison, où ils devront réaliser l'horreur de ce qu'ils ont fait. Le domaine familial est ensuite placé sous administration extérieure, jusqu'à ce que les questions d'héritage soient réglées. Les vignobles continuent d'attendre une nouvelle saison et un nouveau propriétaire, mais il est peu probable que la même joie et le même enthousiasme règnent à nouveau. Avec le temps, des investisseurs ont été trouvés et ont décidé de relancer la production, en s'appuyant sur la réputation de la marque Lefebvre. Un choix difficile s'offre à eux, soit rebaptiser les produits et se détacher de l'histoire sanglante, soit conserver le nom historique et tenter de lui redonner confiance. Mais ceci est une autre histoire. Le principal résultat de cette affaire retentissante reste la décision de justice. Sophie Lefebvre et Jean, l'ancien gérant, ont écopé chacun de 30 ans de prison pour meurtre avec préméditation, avec violence et association de malfaiteurs. Aujourd'hui, avec le recul de ce tragique cycle d'événements, les habitants de la province n'en reviennent toujours pas de voir à quel point les personnes qu'ils connaissaient ont changé. Sophie, qui semblait tranquille et peu impliquée dans les processus économiques, s'est révélée prête à franchir une étape sans précédent au nom de l'argent et de la liberté personnelle. Jean, qui était un manager respecté, se présentait comme un expert et un professionnel, mais il était brutal et prêt à enfreindre la loi. Le journal local écrit que l'amour de l'argent et le désir de posséder les biens d'autrui ont pris le pas sur le bon sens, poussant les gens sur la voie de la tromperie et de la violence. Les voisins se souviennent que Pierre se réjouissait autrefois d'une récolte réussie, qu'il offrait du vin nouveau à tout le monde et qu'il envisageait d'agrandir les vignobles. Il voulait transmettre cette entreprise à ses enfants, bien que Sophie et lui n'en aient pas,
mais il pensait qu'à l'avenir, il apparaîtrait et perpétuerait la tradition. Aujourd'hui, ces projets ne sont plus qu'un fantôme dans les caves abandonnées. La conclusion des procédures judiciaires marque la fin de l'affaire. Les coupables sont condamnés et la succession, qui vaut des millions, est en suspens. Les enquêteurs et les juges n'ont aucun doute sur la justesse du verdict. Sophie et Jean sont allés délibérément au meurtre, ont pris conscience du risque, ont prévu de nombreux détails, et doivent donc répondre de leurs actes avec toute la rigueur de la loi. Ils ont reçu leur punition, 30 ans de prison, sans aucune faveur. C'est ainsi que s'est terminée cette histoire qui a choqué toute la province française et démontré que même dans des endroits tranquilles et apparemment prospères peuvent se cacher les intentions les plus sombres. Le vin de Lefebvre continuera d'être bu et discuté, mais toujours en se souvenant du terrible prix payé pour son dernier lot.